Eh bien, bonjour à tous et à toutes. On est ravis de vous retrouver. On est à l'heure des cuisines africaines pour ce spectaculaire et bon. Et je vous demande d'applaudir tout de suite les chefs que nous recevons. On va commencer par Olivia de Souza. Fais un coucou. Ouais. Merci Olivia. On a Glory Cabé. Elle est là-bas. Voilà, je la vois. Nous avons Sonia Marty Sokouri. Elle est juste là aussi. Et on termine par le gentleman, monsieur Alexandre Bella Ola. Et puis, mon cher Axel, on a 4 autrices de talent. Avant que je vais les annoncer, avant d'aller rejoindre les box tout de suite. On a Anan Abdelli, Nathalie Brigot Engnom, on a Aïssatou Mbaye et Axel Betcha Tiezan. C'est lui qui a organisé en fait toute cette nouvelle cuisine qu'on a là, ce nouveau rendez-vous. Merci parce que tu es le coordonnateur des cuisines africaines. Merci mon cher Cyril. Cet après-midi, on l'a conçu pour vous, avec nous. Ça a été un après-midi qu'on voulait convivial autour des cuisines africaines. C'est vrai qu'on note une émergence de cette scène culinaire africaine en France et il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui portent ce paysage culinaire-là. On a avec nous quelques-uns de ces ambassadeurs. Merci à tous d'être venus et merci d'avoir pris le temps pour partager ce moment avec nous. Allez, on va parler recettes et je vais aller tout de suite voir les chefs dans les box avant qu'on parle littérature. Et ma chère Olivia, pas de bol, ça commence par toi. Ah zut, je suis pas prête. Ah, attention, il va venir me parler. Tu vas bien Olivia? Olivia, on se connaît bien, on se rencontre sur plein d'événements internationaux. Raconte-moi un petit peu ta recette. Alors, ma recette, c'est une purée de pois bambara que je vais faire cette fois-ci avec de l'huile de palme. L'huile de palme. De l'huile de palme, voilà. J'ai voulu mettre en avant l'huile de palme. Donc du coup, le pois bambara, un peu comme un hummus en fait. C'est cuisiné comme un hummus, mais j'ai fait revenir un confit d'oignon en fait dans l'huile de coco. Voilà. Et après, j'ai tout mixé ensemble. Alors, le pois bambara, c'est un pois de terre d'origine béninoise. Béninoise, togolaise, malienne, sénégalaise. On le trouve dans toute l'Afrique subsaharienne. C'est un superfood. Donc, parce que c'est plein de calcium, de magnésium. Donc, c'est vraiment un aliment qu'il faut remanger. Parce qu'on l'a un peu oublié. Et donc, on met en avant tous les produits oubliés depuis quelques années, comme le fonio, donc le pois bambara, et le baobab. Alors moi, toi, tu es d'origine togolaise, voilà, c'est ça? Tout à fait. Tu as créé ton restaurant, ta première table d'hôte, c'est à Tours? Ma première table d'hôte, c'est à Tours, et depuis 10 ans, je suis à Lomé, donc avec l'atelier d'essence. Donc tu n'arrêtes pas de faire des allers-retours entre la France... Tours, et voilà, entre Tours, Paris et le Togo. Voilà. Bon, bah, très bien. On te souhaite bonne chance. Et tu es accompagné de qui, tiens? Comment tu t'appelles, Thomas? Bah, Thomas. Ah, bah, tu t'appelles Thomas. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Thomas, tu fais partie de l'EPMT qui nous accompagne. Vous pouvez applaudir les jeunes de l'EPMT. C'est ça se passe bien? L'école Paris, justement. Bah, ah, t'es malien. Bah, tu connais bien? Non, pas trop, mais bon, en tout cas, je suis intéressé, quoi. Tu savais que ça existait au moins, quand même. T'en manges pas à la maison? Ma mère, elle a jamais fait... Non, j'en mange pas. Et dis-lui, tu n'es pas ma mère. Tu peux lui dire ça, hein, quand même. Non, mais... Oui, ouais. Bon, ben, on vous souhaite tous les deux de former un beau duo. Bonne chance, et puis on a hâte de découvrir. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Pendant que je vais rejoindre Alexandre Bella Ola. Comment ça va, Alexandre? Très bien. La forme? Bah, toujours. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Alors, je vais travailler avec un seul produit. C'est la graine de courge. Je croyais qu'on appelait ça la pistache, moi. Alors, il y a plusieurs appellations. On va essayer de faire le tour un peu de l'Afrique. Au Congo, les Congolais l'appellent mbika. Au Cameroun, alors, comme il y a 220 ethnies, je pense qu'il y a 220 façons différentes de l'appeler. Mais la façon générale de pouvoir l'appeler au Cameroun, c'est ngondo, ngon. Dans mon ethnie, on appelle ngon. Donc, je suis en train de faire... M'engueule pas, hein? Non, je n'engueule pas du tout. Alors, je suis en train de faire le nyamngon. D'accord. Le mets de pistache. Et alors, on se posait la question, il y aura des œufs ou il n'y a pas d'œufs? Alors, il y a 1001 recettes
de façon urbaine. Certains utilisent les œufs, mais ça ne sert à rien de réutiliser les œufs puisque c'est une protéine qui se fige. Et donc, quand on utilise les œufs généralement, c'est pour essayer d'avoir cette concentration. Et la même concentration, je l'ai eue sans les œufs. Très bien. Et aussi, si on essaye de faire une cuisson complètement sous vide, on a une texture qui est complètement différente. Alors, on reviendra dans les détails parce que je vais présenter tout le monde. Tu nous expliqueras le détail de tes recettes. Pour moi tout seul. Ah oui, oui, non, mais j'ai senti que tu voulais qu'on parle longtemps, mais on va reparler. Et tu es accompagné de Aurélie. Aurélie, comment tu t'appelles? Je m'appelle Aurélie. Enchantée, Aurélie. Tu fais partie toujours de l'EPMT? Oui, c'est ça. Voilà, en quelle année? Deuxième année. Tu connaissais un peu la cuisine africaine? Non, pas trop. Eh ben, tu découvres? Oui, c'est ça. T'es contente? Oui. Bon, ben, vous pouvez les applaudir et on viendra les voir tout à l'heure. Je vais aller voir mon prochain, j'allais dire, ma prochaine candidate. C'est Sonia, hein? Sonia? Bonjour, Sonia. Alors, parle-moi un peu de ta recette. Alors, ma recette s'appelle l'aloco flambé au rhum de Martinique et son crumble à la noix de cajou. D'accord, donc c'est une recette sucrée ou salée? C'est une recette sucrée. C'est une recette sucrée, Samia. Samia, c'est une recette sucrée. Voilà, c'est une recette sucrée, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, elle n'a pas tout à fait tort parce que pendant longtemps, la loco, c'est une friandise, c'est quelque chose qu'on a mangé. Moi, j'ai mangé la loco quasiment toute ma vie. Tous les 4 heures, c'est le goûter de tous les enfants ivoiriens. D'accord. Mais la loco, c'est aussi un accompagnement qui va accompagner des plats salés, comme du poisson braisé, du poulet braisé. Et là, dans l'idée d'un menu que j'ai créé qui s'appelle l'Afrique autrement, c'est de montrer justement qu'on peut utiliser nos plats et nos ingrédients surtout pour faire des choses complètement différentes, donc les emmener un peu plus loin dans leur utilisation. Et c'est ce que j'essaie de démontrer cet après-midi. Bon, et très bien. Et tu es accompagné de Johan Koulibaly. Et Johan, tu connaissais la cuisine africaine? Bah après oui, moi j'ai grandi avec ça et surtout par exemple il y a 2 jours j'ai fait un bon mafé. Ah, j'adore. Ah, ça Poulet? Bien sûr, toujours poulet fumé. Merde. Non mais en tout cas ouais, ça fait plaisir et du coup je connaissais pas du tout ça et il y a plein de trucs qu'on peut faire avec la cuisine africaine et du coup je vois qu'on peut revisiter avec pas mal de choses et c'est génial. Bon, ben super, vous pouvez les applaudir. Je pense qu'on va se régaler avec la loco. Et on termine par Glory Cabé, qui est chef indépendante à Paris. Et elle me reçoit avec un couteau. Alors, je ne sais pas si j'arrive pas. Bonjour, enchantée. Bonjour, Glory. Alors, Elle est là. Ouais, c'est la plus loin. Donc, elle n'entend pas. Plus fort. Ouais. Plus fort, plus fort, plus fort. À la gloire de Glory. Alors, Glory, qu'est-ce que tu nous as préparé? Ah, c'est toi, le fameux donut, je crois. Eh bien, figurez-vous que le donut s'est transformé en gnocchi. Ah. Exactement. Bah voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Il n'y avait pas de moule? Non, c'est pas du tout. C'est qu'il a voulu se présenter en gnocchi aujourd'hui. Ah voilà, c'était l'inspiration. On a sublimé la plantain, mais à travers le gnocchi. Et ça vient avec un pesto de moringa et des pleurotes de fruits. Oh, bah c'est très appétissant. Et tu es accompagné alors de Kylian. Comment tu t'appelles? Kylian. Comment t'appelles-tu, Kylian? Kylian, du coup. Voilà, tu es étudiant à l'UMPT. Je suis à l'EPMT en bac pro de 3 ans, actuellement en 2e année. Oui. Et voilà la musique là. Et voilà, tout simplement. Et ça te convient. Bon, découverte de la cuisine africaine? Exactement, je vais essayer de découvrir le plus de choses possible. Et voilà, tout simplement. Et de faire le plus de choses, voilà. Bon, ça va bien se passer. On reviendra vous voir tout à l'heure. C'est parti pour le show. Ça, c'est la musique qui est en face. Cyril, il faut dire que je reviens tout droit de Colombie avec Glory. On était à la COP 16 pour défendre justement ces cuisines africaines et afrodescendantes, notamment en Colombie. Donc, ah, très bien. Bon, ben, on vous applaudit et on a hâte de voir ce donut gnocchi qui est devenu un gnocchi. Bon, Axel, est-ce que tu peux nous présenter les autrices qui sont à côté de toi? Je pense que à cette séquence, on va dire place to the women, laissons place aux femmes. Donc, exprimez-vous. J'ai avec moi Aïssa Toumbay, dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'autrice du livre Pastel et Yassa, qui va nous dire un peu plus sur elle, son parcours et qu'est-ce qui l'a amené à écrire ce merveilleux bouquin. Bonjour,
Au passage, j'ai 2 livres. Alors, je suis Aïssatou Mbaye, donc je suis auteure, entrepreneur culinaire et blogueuse. Je tiens un blog de cuisine depuis un peu plus de 9 ans, presque 10 ans maintenant. Tout est parti de ce blog-là, il y a 10 ans, où j'avais envie, c'était surtout un cri du cœur, pour parler de la cuisine avec laquelle j'avais grandi, notamment la cuisine sénégalaise, et de manière plus étendue, la cuisine d'Afrique subsaharienne. Donc c'était ça l'objectif du blog. Et le blog a donné naissance à beaucoup de choses, qui fait aujourd'hui celle que je suis. Donc 2 livres de cuisine, un café-restaurant et tout récemment une agence de communication culinaire, voilà. Rien que ça. Rien que ça, Rien ouais, que j'allais ça. dire. Voilà. Bravo. Donc, nous sommes également en compagnie d'Anan Abdelli, qui est la fondatrice de Mamanissa. Anan, c'est quoi Mamanissa? Bonjour, Mamanissa, c'est un restaurant et traiteur situé à Paris, dans le quartier de Montorgueil, que j'ai créé il y a maintenant 4 ans, suite à une reconversion professionnelle. Et ça s'appelle Mamanissa, parce que c'est le prénom de ma mère, Anissa, qui m'a conduite à faire ce virage et à ouvrir ce restaurant. Le jour où elle m'a transmis son livre de recettes sur lequel elle avait appris à cuisiner elle-même très jeune, en me disant qu'il fallait que j'apprenne les plats algériens dont on est originaire, que mes enfants lui réclamaient toujours et que moi, je n'avais pas forcément pris le temps d'apprendre à faire correctement. Et donc, elle me disait que ça allait se perdre, que c'était une partie de notre culture et que il fallait absolument que je m'y mette. Et donc, c'est en prenant conscience de ce patrimoine culinaire que j'ai eu l'idée de passer j'étais dans la finance, en fait, de passer de la finance à la restauration en ouvrant Mamanissa. Et effectivement, en ouvrant Mamanissa, ça a suivi directement sur un bouquin, donc un livre, notamment en termes de transmission, c'est Goût d'Algérie. Goût d'Algérie, tout à fait. D'où vient l'idée de Goût d'Algérie? Pourquoi Goût d'Algérie? Eh bien, Goût d'Algérie, c'était la suite logique du restaurant. Déjà, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de clientes qui nous réclamaient les recettes qu'on préparait parce qu'elles-mêmes n'avaient pas eu le temps d'apprendre à cuisiner. On est sur une cuisine, comme vous le disiez tout à l'heure, matrimoniale, qui se transmet souvent de mère en fille, de grand-mère à petite fille. Et si on ne prend pas le temps, et on apprend en faisant en fait, et si on ne prend pas le temps d'apprendre, de regarder, de faire et de refaire, ben, en général, on n'apprend pas. Et on a plein de clients du restaurant qui nous demandaient les recettes de ma mère en disant comment vous faites ça, comment vous faites ça. Et puis du coup, on a été contacté par un éditeur, Mango, qui nous a sollicité. Et nous, on s'est dit, ben, en fait, c'est la suite logique. On va poursuivre cette transmission en donnant les recettes qu'on prépare chez Mamanissa, d'où Goût d'Algérie. C'est juste fantastique, parce que je pense que c'est dans cette même lignée que Nathalie Brigo Ngoum s'inscrit avec Mon Imprécis de cuisine. Quelle est l'idée derrière ton projet et derrière l'écriture justement de ce bouquin? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Nathalie, je me présente quand même rapidement avant de parler de mon livre. Alors, je suis à la tête d'Envolée Gourmande Group, qui me permet de mettre toutes les casquettes que j'ai au service des produits africains et des terroirs africains. Donc, je suis chef cuisinier, j'ai un centre de formation agréé Calliope, dont les formations viennent de rentrer au Pôle emploi. France Travail, j'en suis très fière, parce que chez France Travail, aujourd'hui, quelqu'un peut décider de travailler les farines de manioc, de patates douces, de fonio, et puis se faire accompagner par le centre de formation. Donc, j'ai aussi un blog. Tout a commencé un peu comme Aïssatou par le blog, il y a plus de 9 ans, bientôt 10 ans au même moment, envolégourmande.com. Parce que j'estimais que je ne trouvais pas, c'est mon point de vue, donc au lieu de m'énerver, j'agis. On ne parlait pas des produits avec lesquels j'avais grandi au Cameroun comme j'aurais voulu le faire. Et comme j'ai une fibre un peu littéraire, donc je voulais les sublimer, je voulais les chanter. C'est pourquoi j'ai donc fait Mon Imprécis de cuisine, qui était en recueil poétique et gourmand. Donc il y a des poèmes, il y a de la pâtisserie, de la boulangerie, voilà. Donc c'est aussi pour que tout
ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on continue à apprendre. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec ma maman, qui était d'abord secrétaire avant de faire vraiment de la cuisine. Tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais faire, je le mets au service des produits africains. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait un virage, mais je garde un pied dans ce que j'ai fait avant. J'étais ingénieur marketing parce que je pense qu'on a beaucoup de savoir-faire, mais on n'a pas de faire-savoir. Donc, à mon modeste niveau, je veux y contribuer. Juste magique. Merci Nathalie. C'est une très bonne définition parce qu'effectivement, la transmission, elle est souvent orale et on a peu d'écrits. Et après, certains s'approprient les recettes en disant parce qu'ils ont été les premiers à les écrire, mais finalement, elles datent d'avant. Donc, merci d'avoir fait ce beau lien. C'est très, très bien. Alors, on regarde un petit peu ce qui se passe en cuisine, si vous voulez réagir un petit peu. Vous, dans les recettes dont vous avez entendu parler, il y a des produits qui vous parlent. Il y a le donuts, parce que je sais que le yassa, c'est quand même assez free, et les pastels, ce sont des beignets quand même. Pas de bêtises. Oui, du tout. Mais en fait, ce livre-là, donc ça s'appelle Pastel et Yassa, mais c'était surtout un prétexte pour parler des techniques culinaires sénégalaises. Donc le but, c'était vraiment, à travers les 2 plats les plus faciles, les plus accessibles de la cuisine sénégalaise, parler un peu de cette cuisine, expliquer qu'il y avait des techniques derrière. Donc on va retrouver des techniques, mais aussi des aliments, dont le fognon, dont a parlé chef, je crois que c'est Olivia Dessouza. C'est Olivia, qui a parlé du fognon. Voilà, donc le but c'était vraiment de développer aussi des aliments. D'ailleurs, le premier livre que j'ai écrit, c'était vraiment autour des aliments, pour dire avant d'avoir des cuisines, des plats typiques, on a des aliments qu'on va retrouver un peu partout en Afrique, même qu'on a en commun. Et ce sont des plats, comme on a dit, ce sont des aliments endémiques, ce sont des super aliments. Aujourd'hui, on parle beaucoup de super aliments. Tout à l'heure aussi, j'ai souri parce que le propriétaire de la table Penja avait dit avait dit qu'en fait, que dans certaines parties d'Afrique, on va utiliser tel aliment pour se soigner et d'autres pour cuisiner. Il faut savoir que dans les cuisines africaines, il y a vraiment cette dualité-là, de dire en fait, je mange, mais en même temps, je me soigne. Donc, c'est pas choquant. Par exemple, je vais donner l'exemple au Sénégal, la fleur d'hibiscus, l'hibiscus, le bissap qu'on utilise pour boire, se désaltérer en même temps, on va utiliser ça pour se soigner, pour des douleurs, par exemple, nous les femmes, pour les douleurs menstruelles, ou par exemple, qu'on a mal au ventre, ou par exemple, qu'on est anémié, etc. Donc, il y a vraiment cette dualité alimentaire que je voulais montrer à travers la cuisine. Donc, donc aujourd'hui, tout ce qu'on nous dit, qui est à l'air du temps, en fait, pour nous, c'est une normalité alimentaire, enfin, c'est une normalité, et je voulais mettre ça en avant. Est-ce que, typiquement, cette normalité dont évoque Aïssatou, c'est aussi le cas notamment en Afrique du Nord, Anan, parce que lorsqu'on parle du rapport aux cuisines africaines, on précise que l'Afrique, c'est un continent de plus de 54 pays, et c'est pas que l'Afrique subsaharienne, c'est également l'Afrique du Nord, à travers notamment les pays comme l'Algérie, où on a une diversité culinaire dans un seul pays, qui est d'ailleurs le plus grand du point de vue géographique en Afrique. Donc, quel regard tu poses là-dessus ? Tout à fait, je rejoins exactement ce que disait Aïssatou à l'instant. Et d'une manière générale, dans la cuisine algérienne, on utilise énormément d'épices. Et les épices vont avoir 3 rôles. Le premier rôle, c'est que ce sont des condiments dans les aliments, comme le disait Aïssatou. Le deuxième, c'est que ça a des propriétés médicinales. Par exemple, le cumin, on va le mettre souvent avec les légumineuses parce que ça va faciliter la digestion. On va mettre du clou de girofle avec des dattes parce que ça va réduire la glycémie. On va mettre de la cannelle aussi. C'est pareil, ça réduit la glycémie, c'est un antiseptique, etc. Et puis la troisième fonction des épices, c'est que c'est des parfums. Ça parfume. On se parfume à la fleur d'oranger, à l'eau de rose. On en fait des desserts. Et donc voilà, c'est parfums, condiments et médicaments. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et sur le fait que ce soit une cuisine saine, eh bien, moi, en créant Mama Nissa, j'ai voulu aussi casser les clichés sur la cuisine africaine, parce qu'on nous dit souvent c'est gras, c'est sucré, puis la cuisine du Maghreb en particulier, toujours on entend c'est diabète et cholestérol, alors qu'en réalité c'est un régime méditerranéen, c'est une cuisine saine. Parfois ce sont des plats simples mais qui sont axés sur la qualité des matières premières, sur la qualité des produits, et quand on les travaille bien, quand on prend des bons produits, un bon mélange d'épices, on obtient des plats qui sont très
pas du tout transformés et qui sont extrêmement bons pour la santé avec toutes ces épices qui ont des propriétés médicinales. Et donc ça, on essaye aussi, nous, chez Mama Nissa, à notre petite échelle, de faire un peu de pédagogie autour de ça et de montrer à quel point cette cuisine d'Afrique en général, d'Afrique du Nord en particulier, est saine pour la santé quand on la cuisine correctement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre des tonnes d'huile, il n'y a pas besoin de mettre de beurre parce que c'est une cuisine berbère à l'huile d'olive. Quand on n'a pas besoin de mettre de sucre, en réalité, souvent c'est le sucre du miel ou le sucre des dattes. Il n'y a pas besoin de mettre de sucre transformé ou du sucre raffiné. Donc ça, c'est très important de le dire et je crois que c'est notre rôle aujourd'hui en tant que restaurateur que de mettre ces points en avant et de remettre un peu au centre... comment dire, l'église au centre du village, quoi, en termes de cuisine saine. Et puis c'est vraiment dans l'air du temps, donc autant le mettre en avant. Voilà. Eh ben on fait peut-être un petit focus justement sur la cuisine, parce qu'on parlait d'épices. Et justement, Olivia est en train d'assaisonner avec un piment noir. Vous connaissiez le piment noir autour de la table? Piment noir, entendu parler? Piment de Guinée, poivre noir ou Non, il n'est pas noir. En fait, on appelle ça piment noir au Togo ou chito au Ghana. En fait, le chito. Voilà, le chito, c'est un piment qui est fait à base de piment long, rouge, donc le piment d'Espelette, mais de chez nous. Voilà, piment d'Espelette, poisson séché, gingembre, oignon et de l'huile. Et on le fait cuire pendant longtemps. Et justement, moi, depuis quelques mois, j'utilise un qu'on a fait sécher, justement pour pouvoir le transporter. Parce que quand on transporte son chita, en général, quand on ne l'a pas bien emballé, je pense qu'on va laisser Cyril à la marmite, là. Hein. Ouais, non, il veut rester là, parce que quand il a entendu... J'ai faim, ça sent tellement bon, j'ai faim. Ça sent bon, du coup. Ouais, oui, ça sent super bon. Bon, ben, tant mieux, j'ai peur que ça accroche. Donc la cuisine africaine est odorante. Voilà, elle sent bon. On est d'accord? Je vois le Sénégalais là, qui rit là-bas. Pas de règlement de compte ici, on est dans un esprit amical et surtout on va se régaler. C'est vrai qu'il y a tout un enjeu de pédagogie à faire autour des cuisines africaines et tout à l'heure Anand en parlait. Moi je veux revenir à Nathalie autour de la pédagogie, notamment avec Envolée Gourmande Academy. Quelle est la direction ou alors la vision que vous avez en termes justement de transmission à travers les formations que vous effectuez? C'est comme si Anand avait introduit ce que je voulais dire. En fait, que ce soit dans mon livre, donc mon impression de cuisine que j'ai fait avec un médecin nutritionniste, je l'ai fait exprès pourquoi? Justement pour casser les clichés et montrer que aujourd'hui, contrairement à ce que les gens pensent, nous utilisons beaucoup de produits bruts et que c'est une cuisine santé. Donc, et quand je suis arrivée à la FNAC, moi je me suis bataillée pour qu'on accepte mon livre, hein, comme je suis en auto-édition. La personne m'a dit, j'hésite à le mettre, je pensais le mettre en cuisine du monde, mais peut-être que je le mettrai en diététique. Parce qu'on expliquait le bien fondé de chaque produit utilisé. Par exemple, le manioc, que les gens comprennent qu'on peut être diabétique et manger le manioc, parce que ce sont des sucres lents, ce sont des glucides lents, et que le manioc a un effet satiétogène. Donc il y a ça. Et pour ce qui est de la formation, j'ai choisi tout ce qui était sans allergènes. Parce que quand je fais des ateliers de particuliers, j'avais remarqué que les gens me disaient, c'est quand je prends les produits africains ou quand je mange des recettes africaines, qu'en fait, moi qui suis intolérant au gluten, au-delà de l'intolérance, qui suis allergique au gluten, je me sens bien. Donc, j'ai choisi de faire tout ce qui est sans allergènes, parce que comme Anand le disait aussi tout à l'heure, on peut faire des alternatives au sucre. On a beaucoup de choses pour ça. Voilà. Et ben, super. Justement, on est sur un plat sucré, toujours ici, avec donc la loco. C'est ça, avec la loco. Donc la banane plantain, il n'y a pas de gluten, hein? Alors, normalement, non. Non, hein, c'est sans gluten. Voilà, c'est sans gluten. Qu'est-ce qu'il y a de bon là dans la casserole là? Alors ici, c'est les bananes que j'ai fait frire de façon traditionnelle. On parlait effectivement de cuisine santé. Aujourd'hui, j'adapte aussi nos cuisines. Donc, quand je suis en restaurant, par exemple, cette recette-là, je fais les bananes au four pour justement réduire l'apport de matière grasse. Ça cuit un peu différemment, mais on retrouve quand même le goût de la loco. Mais là, pour aujourd'hui, je voulais quand même vous faire goûter de façon traditionnelle la loco comme c'est fait chez moi. Voilà. Donc là, elle est dorée comme je le souhaite. C'est ce qu'on appelle le golden à loco. C'est très beau, hein? C'est hyper appétissant. Exactement. Et à côté, j'ai fait une petite compotée de mangue et banane plantain.
Pareil pour montrer aussi qu'on peut, on peut avoir ce côté dessert, compoté. On a un petit jus de lime, on a de la vanille de Madagascar. Il y a du rhum après, non? On flambera tout ça au rhum. On flambera tout ça au rhum. Moment de bonheur. Moment de bonheur. Exactement. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce beau petit moment. On retourne peut-être sur nos livres. Je vais finir avec le gnocchi Donuts. On va l'appeler ça comme ça. Avec madame qui va devenir vraiment un personnage emblématique de notre réalisation aujourd'hui. On vous a croisé tous les jours. Merci de votre venue à chaque fois et de votre fidélité. Alors, on en est où de notre gnocchi, alors, du coup? On avance sûrement. On est en train de réaliser, exactement, on est en train de réaliser la pâte. Donc, Kylian s'est entaché de réaliser la pâte. Kylian, excusez-moi. Il est en train de m'engueuler à l'oreillette. Je lui ai donné la tâche de réaliser la pâte de gnocchi. À côté de ça, on a préparé les toppings qui vont aller avec le gnocchi. Donc, on a les pleurotes frites et les panipuri, du coup, qui sont des soufflés de farine de pois chiches, tout simplement. Donc, j'ai hâte de vous montrer. Oh là là, ça sent bon, ça sent bon. Et ça sent pas que bon, c'est très beau. Ah oui, vous pouvez applaudir et je pense que vous n'allez pas tarder à déguster. Hein. Est-ce que vous voulez goûter ce qu'il y a dans les casseroles? J'entends rien. Plus fort. Est-ce que vous voulez goûter? Voilà, parfait. Bon, ben écoute, mon cher Axel, je vais te laisser entre très bonne compagnie. Moi, je suis navré de ne pas pouvoir continuer cette démonstration et de goûter tous ces plats, mais on se retrouve très rapidement à tout de suite, Cyril. Je vais passer chez Alexandre qui nous expliquait justement ce qu'il a fait avec son namgon ou son gon ou... Nyamgon. Alors, dans mon ethnie, c'est nyamgon. Donc, c'est un plat vraiment de luxe. Un plat très cher, parce qu'il y a une petite anecdote que je vais raconter. C'est-à-dire, quand une femme part en mariage, sa famille prépare ce gâteau. On appelle un kongokas. Elle le fait presque dans un fût. Et les femmes passent pratiquement une semaine à cuisiner ce plat. Si ce plat est raté, c'est un mauvais présage pour le mariage. Waouh. On apprend beaucoup parce qu'il y a des histoires autour. Parce que ce n'est pas que cuisiner, mais c'est également les histoires qui s'y rattachent. Oui, tout à fait. Parce que le nyamgon est vraiment très symbolique pour la réussite des mariages. Voilà. Donc c'est à peu près un mets comme ça. Vous imaginez un fût. Alors si on prépare ça dans un fût, donc c'est un gros mets, vraiment d'une largeur, je ne sais pas, je dis, les femmes passent pratiquement une semaine à le faire. Et donc là, j'ai essayé de vous le présenter, de l'adapter un peu dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Donc je n'ai pas pu le faire, pas que je n'ai pas pu le faire qu'avec les feuilles de bananier. J'ai essayé de le faire avec le carta farta, donc un papier cuisson qui est très important. Certains peuvent le faire avec du papier aluminium. Ce que je ne conseille pas, ce que je ne recommande pas du tout, parce que le papier aluminium, il y a beaucoup de controverses dessus sur le plan de la santé. Donc je l'ai fait avec le carta farta et à l'intérieur, je rajoute des feuilles de bananier pour retrouver justement la saveur authentique. Ouais. Et du coup, quelles sont les étapes de préparation pour arriver à ce résultat-ci? Alors, déjà, dans mon village, on écrasait sur la pierre, vous vous rendez compte, la corvée. Mais ici, on va le faire dans un mixeur, un blender. Vous passez dedans, vous allez le réduire en poudre, comme ceci. Dès qu'il est réduit en poudre, vous allez faire simplement un bouillon, comme celui que j'ai fait là. Alors, le bouillon, vous faites un bouillon et vous faites un appareil avec votre bouillon. Alors, moi, j'ai essayé de faire plusieurs versions. Il y a une version végétarienne, il y a une version avec du bœuf, il y a une version avec du poisson fumé. Donc, vous voyez ce célèbre poisson fumé que je trempe dans l'eau et avec le bouillon du poisson fumé, j'essaye de napper tout et j'obtiens un parfum très fort. C'est quoi comme type de poisson, ce poisson-là? Ça, c'est un brochet.
effectivement, qu'on arrive à retrouver, qui a une chair très intéressante pour ce genre de cuisson. Super, merci Alexandre, on te laisse à tes casseroles. On va tout droit vers notre chère Olivia de Souza pour voir où elle en est de ses pois bambara. Je vais prendre un micro. Olivia, on est à la cuisine, l'atelier d'Olivia à Lomé ou on est à la porte de Versailles? Mais on est à la porte de Versailles. Et qu'est-ce que tu fais là? Alors là, j'ai fait donc les pois bambara que j'ai fait revenir donc dans un confit d'oignon à l'huile de coco, et donc j'y ai rajouté donc mes épices qui sont un petit peu de piment, un petit peu de gingembre, un petit peu de poivre du Togo qui est un des meilleurs au monde. Pierre, il est plus dans le coin, sinon... Un des meilleurs, voire le meilleur. Hein, Yaya Alexandre? Il est le meilleur. Le meilleur poivre, c'est au Togo. Et voilà. Donc, en fait, je vais monter mes verrines en mettant donc la purée de pois bambara. Et pour qu'on sache ce que c'est, donc je vais mettre du pois bambara par-dessus et un peu de gari. Tu sais très bien que les Togolais ne se promènent pas sans gari. Donc, j'ai toujours mon petit... Il faut préciser pour notre public, le gari, voilà. C'est quoi exactement? Alors, le gari, c'est une semoule de manioc. Donc, le gari, on va dire que c'est après la tchéké, avant l'amidon. Et on le fait, la tchéké, on le cuit à la vapeur. Le gari, on le cuit à la poêle. Du moins, on le cuit, on le fait sécher. On fait sécher donc la semoule de manioc. Voilà. Super. Merci Olivia. On laisse Olivia pour son graissage là. On va revenir chez nos trois autrices avec une question pour toutes les trois. J'aimerais juste savoir pour vous, mesdames, aujourd'hui, lorsqu'on parle des cuisines africaines et de leur émergence sur la scène française, quel sentiment vous avez, ou du moins quel regard vous jetez sur cela? Si vous voulez. Hein. On parle d'émergence, c'est vrai qu'il y a un boom, mais les cuisines africaines étaient déjà là. Je ne vais pas faire injure à Alexandre Belaola, qui ne m'écoute pas, mais je prononce son nom, parce qu'il faut rendre hommage aux gens qui étaient là avant. Il s'est bataillé quand personne ne croyait aux produits africains pour parler de ces produits-là. Il faut dire que son restaurant, depuis 1995, Rio dos Camaroes à Montreuil, existe. Donc c'est plus de 30 ans de métier et de porter haut justement ces cuisines. Donc je tiens vraiment à dire ça parce que beaucoup des fois commencent et oublient que avant, il y avait des gens, et que s'ils arrivent à un certain niveau, c'est parce que beaucoup ont ouvert des portes. Donc aujourd'hui, ça devient... j'ai lu quelque chose rapidement qui disait que l'INSEE parle de 30% de plus de fréquentation de restaurants africains en France ces 5 dernières années. Donc il y a un vrai phénomène. Avant, on ne trouvait pas tellement de restaurants. Il y en a de plus en plus. Il n'y a pas que les restaurants, les food trucks, les chefs à domicile, les chefs itinérants, les festivals. Et en plus, on est ici aujourd'hui, on n'était pas là avant. Donc, merci à Équipe Hôtel de nous avoir reçus sur sa tribune. Voilà, donc il est temps que le monde sache que nous avons de superbes produits. Aïssatou parlait de super aliments. Même ce qu'il est en train de faire, Alexandre Belaola, c'est un super aliment. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé l'huile de courge. Pressé à froid. Donc aujourd'hui, nous avons de très beaux produits, de très beaux restaurants, de très beaux concepts autour des cuisines. Il y a Joanne qui est là. C'est un autre type de concept encore, faire connaître les chefs. Donc il y a tellement de choses aujourd'hui autour des cuisines africaines que nous ne devons pas rater le coche parce que nous avons d'excellents produits. Super. Anan, je te retourne la même question. Eh ben, évidemment, je souscris à 200% à ce que Nathalie vient de dire, et je compléterai en disant que jusqu'à présent, effectivement, il y avait quelques restaurants africains à Paris et en France, mais je crois que dans la tête du public, il n'y avait pas de différenciation ou de distinction entre les différents pays d'Afrique. Je le vois par exemple pour le Maghreb, aujourd'hui il y a des gens qui nous disent bon bah l'Algérie il y a une cuisine, on le découvre, on croyait que c'était couscous tagine, et puis il y a que le Maroc parce que c'est touristique. Alors que chacun de ces pays a une histoire, une géographie, des populations qui ont transité, qui ont apporté des techniques culinaires, etc., etc. Et donc chacun
a ses spécificités. Et je crois aujourd'hui, la nouveauté, c'est que le public commence à découvrir vraiment chacun de ces pays, la cuisine de chacun, et c'est ce qui fait aussi la richesse des cuisines africaines, parce qu'évidemment, il n'y en a pas qu'une. Et je crois que je vais te laisser parce que je vois que la banane est en train de flamber avec Sonia. Sonia, du coup, tu en es où sur ta locaux? Eh bien, on est quasiment prêt. On a le crumble, à la noix de cajou qui est prêt. La loco qui a flambé. La petite compotée aussi qui est prête. La petite glace coco qui est prête. Donc, je pense qu'on va pouvoir dresser. Donc là, on est au graissage, là. Exactement. Waouh. Et du coup, c'est quoi la particularité? Je vois des feuilles de banane, c'est ça? C'était pour faire un petit rappel. Oh, super. Je trouve ça sympa et joli. Moi, j'aime bien quand les choses sont belles. Je trouve qu'on mange avec les yeux. C'est chouette. Donc voilà. Alors, tout le monde n'aura pas la chance d'avoir la feuille de banane. Mais bon, voilà. Bon. Merci beaucoup, Sonia. À tout de suite. Donc, Sonia qui passe au graissage de son aloco flambé. Donc là, je vois qu'au niveau des gnocchis, on est à l'étape où on roule. C'est ça? Là, on est à l'étape où on va portionner les gnocchis. On a terminé de préparer la base, donc la pâte. Et là, Kylian, il va gentiment portionner les gnocchis pendant que je prépare la crème de niébé qui va accompagner ces gnocchis de plantain. Ok, donc les gnocchis seront accompagnés d'une crème de niébé. Le niébé, c'est quoi, Glory? Le niébé, ici, il est plutôt appelé le haricot cornille ou le black eyed peas. Et c'est juste l'un de mes haricots préférés, celui que j'utilise le plus et l'un des plus courants aussi. Super. Wow. Et à côté de la crème de niébé, on a également un pesto de moringa. Un pesto de moringa. Exactement. Le moringa qui est également un super aliment. On parlait tout à l'heure de super aliment. Exactement, pour moi c'était l'une des manières de pouvoir utiliser ce super aliment de façon différente. Je sais que beaucoup l'utilisent en infusion ou bien sous forme de comprimé, etc. Mais on peut aussi réellement cuisiner avec. Et je voulais donner un twist à cette recette de gnocchi et de pesto, tout simplement. Super. Merci beaucoup, Glory. Glory qui vient de nous parler du moringa. Je reviens tout droit à Aïssatou Mbaye pour justement faire référence à ces super aliments. Donc elle nous parle du moringa et justement de comment est-ce qu'elle peut le travailler en pesto. Quelle nature de technique ou de savoir-faire culinaire on peut appliquer autour de nos produits et notamment ces produits à aux vertus incroyables, pardon. Je peux dire qu'à tout. Alors, il faut savoir que les produits qu'on a actuellement, on parle de super aliments, etc. Mais le but, c'est surtout de les intégrer dans notre quotidien. Par exemple, on peut trouver des alternatives à nos produits du quotidien en les remplaçant justement par ces produits, soit parce qu'on a des problèmes de santé, on a des allergies ou des intolérances, ou simplement parce qu'on veut diversifier nos sources. Par exemple, la farine de manioc à la place de la farine de blé, le baobab, le fruit du baobab qui est en jus, en fait c'est un très bon lait végétal, comme on dit, parce que c'est hyper riche en vitamine C, 6 fois plus que l'orange par exemple, et en calcium 2 fois plus. Donc pour les personnes qui sont intolérantes au lactose, qui cherchent un lait végétal, le jus naturel de baobab s'y prête. Le moringa dont a parlé la chef Glory Kébé, qui est un super aliment et apparemment il faut à peu près, ça peut guérir, ça a plus de 300 vertus. On peut l'utiliser à la place du thé matcha, on peut l'utiliser comme épice pour épicer des plats. On peut l'utiliser comme une feuille, comme des épinards, comme d'ailleurs comme du basilic, quand on fait notamment le pesto, etc. Donc en fonction de ce qu'on veut faire, en fait, par curiosité, on peut s'amuser à intégrer ça dans nos cuisines et à voir comment les diversifier. On peut faire énormément, il y a un boulevard de recettes qu'on peut faire et il faut juste aller suivre son imagination. Waouh, c'est véritablement un boulevard de recettes et d'expériences. Et pour vous aujourd'hui, lorsqu'on parle justement de ces produits, de l'avancée de cette scène, comment est-ce qu'elle se répercute du point de vue de l'activité économique, du point de vue des chiffres d'affaires, du point de vue du business? Comment se porte le business des cuisines africaines? Est-ce que pour vous, c'est des réelles opportunités d'affaires pour les différents entrepreneurs ou chefs, acteurs culinaires dans le métier?
Je dirais tout à fait. Hein. Alors Nathalie l'a dit, elle a une école justement qui est là pour former, pour apprendre aux personnes à intégrer ces cuisines dans leurs propositions commerciales ou même de restauration. Moi, j'ai une agence de communication qui aide à sublimer justement ces plats-là lorsqu'on les intègre dans sa carte ou ses produits. Anan a parlé de la manière dont la cuisine santé, qui est contraire à ce qu'on pense des cuisines africaines aujourd'hui, un levier dans la cuisine qu'elle propose. Donc, je pense qu'il y a vraiment énormément d'opportunités aujourd'hui pour les personnes qui sont, mais même des personnes qui ne sont même pas dans cette niche-là, mais qui veulent justement ouvrir leur carte, leur catalogue et s'y intéresser. Donc, Oui, je voudrais juste rajouter que tu as parlé de chiffre d'affaires et de business, c'est vraiment sur toute la chaîne de valeur. Et c'est hyper important parce qu'une partie de ma formation que je propose, c'est sur la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Donc, il faut que dès le départ, que je comprenne comment est tracé le produit que je vais proposer à la personne que je vais former ou à un chef. Donc ça veut dire que le fait que les cuisines africaines soient connues un peu partout et que les gens veuillent les utiliser et les déguster, ça fait que les produits aussi sont connus. Ça veut dire que les agriculteurs dans les pays aussi ont les vies qui changent parce que les produits viennent en général de pays africains. Donc ça veut dire qu'il y a tout un écosystème qu'on met en place pour qu'on soit plus précautionneux dans ce qu'on fait par rapport aux pesticides, par rapport à la traçabilité, par rapport à la saisonnalité, par rapport au sol, pour qu'on soit... Parce qu'on est en compétition mondiale, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc on va aujourd'hui dans certains grands magasins bio, il y a de la farine de manioc, mais elle ne vient pas d'Afrique. La farine de manioc vient d'Inde. Donc moi je salue des gens comme la petite Sona, je l'appelle toujours petite, qui a eu sa certification bio et qui est en train de se batailler pour faire venir certains produits aussi pour entrer dans certains circuits. Donc, ce marché-là apporte de l'argent et apporte des changements à tout le monde, sur toute la chaîne de valeur. Anan, oui, tout à fait. Je pense que tu ne dirais pas le contraire, mais cette économie vertueuse, comment est-ce qu'elle se construit du point de vue pratique ? Quel lien, comment est-ce que, Nathalie a parlé de chaîne de valeur, de manière concrète, comment est-ce que cette économie vertueuse se construit et comment est-ce que, à la fois ceux qui vivent de l'autre côté, justement en Afrique, peuvent vivre plus décemment, on va dire, du fruit de leur labeur et aussi, vous, opérateurs, restaurateurs, vous puissiez davantage les mettre en avant auprès, justement, de vos activités commerciales? Disons que ça se fait, déjà, étape par étape, c'est pas toujours facile. C'est-à-dire que, par exemple, mon expérience avec l'Algérie, j'essaye de faire venir des produits de là-bas et c'est pas toujours évident de passer de d'un. Pour la graine de couscous et pour d'autres produits. Voilà, on a vu le buzz qu'a fait la pâte Almorgène il n'y a pas longtemps, qui n'a pas pu passer les frontières de l'Europe. Donc il y a vraiment des efforts d'ouverture à faire des deux côtés, mais on progresse. En tout cas, c'est clair qu'on en est qu'au début, je crois, du développement, du business de ces activités. Et ça commence, comme le disait Nathalie, dès le sourcing. Et donc, c'est repérer des producteurs, essayer de les faire connaître. Je pense que sur le marché français, on a énormément de distributeurs qui cherchent du sourcing, qui cherchent des bons produits, parce que parfois on a du mal à s'approvisionner. Et c'est à nous de faire le lien, c'est aussi à tous les membres des différentes diasporas africaines de faire découvrir les acteurs de part et d'autre de la Méditerranée. C'est super et surtout que là, je vois qu'en cuisine, on a commencé à graisser la chef Olivia de Souza. Est-ce qu'on est prêt ou on est prêt? Donc, je pense qu'avec Olivia, on va commencer. Olivia, du coup, lorsque c'est graissé, ça donne quoi? Alors, quand c'est dressé, ça donne ça. Ok, donc du coup... Alors, on a la purée de pois bambara. Donc, chez nous, on appelle ça avingo cuit. Donc, on a la purée d'avingo cuit. On a les pois bambara, donc visibles, hein, donc qui ont été cuisinés un peu comme un ragoût, mais sans viande. Oui. Et je vais mettre du gari par-dessus. Voilà. Donc, là, on a déjà le pois bambara. Voilà. Et c'est la purée de pois bambara avec de l'huile de palme. Avec de l'huile de palme. Et on rajoute le gari dessus et puis c'est prêt à envoyer. Et c'est prêt à envoyer. Et je vais aussi envoyer, comme je l'avais souhaité, donc du jus de baobab qu'on appelle alamba chez moi. Okay. Bouille chez les Sénégalais.
et qui est un superfood aussi que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Super. Donc là, on est prêt à envoyer. Et bien sûr, le wangash. Ok. Bien sûr. Donc le wangash qui... Alors le wangash, normalement, c'est une boule. Oui. Voilà, qu'on coupe, qu'on fait comme de la viande, comme du tofu. Oui. Donc c'est du fromage traditionnel fait par les Peuls, donc en Afrique de l'Ouest et subsaharienne. Oui. Et là, donc, la collègue qui a fait ça est installée maintenant en région parisienne. C'est le fromage Peul, c'est ça? C'est le fromage Peul, tout Exactement. à fait. Et donc là, je lui avais demandé d'essayer de me faire ça en billes, et c'est un produit qu'elle voulait elle-même sortir pour les fêtes de fin d'année. Donc on est sur un premier jet, un premier effet, mais le goût est là. Et voilà. Donc c'est pas des sticks, mais des billes justement de fromage Peul. Voilà. Et ce fromage-là, quelle est sa particularité? Nous, on s'en sert un peu comme vous vous servirez du tofu. Il remplace la viande il enrichit des sauces ou il remplace la viande dans les sauces. C'est du lait de vache, donc ça a exactement le même apport que... Mais là, on le fait mariner dans des épices, dans de l'huile, là de l'huile d'olive, de l'huile de coco, voilà. Donc, en tout cas, moi, c'est un plus dans ma vie de chef parce que j'aime beaucoup ce fromage. Magnifique. Et on tire un coup de chapeau au fromage Peul justement pour cette initiative. Bien sûr, au fromage Peul qui est là avec nous et qui pourra vous parler quand on va distribuer de son fromage. Je pense d'ailleurs qu'elle peut passer avec nous pour nous en dire un mot si elle le veut bien. J'aimerais bien qu'on comprenne aussi qu'il y a des acteurs, qu'il y a des opérateurs, qu'il y a des producteurs et qui travaillent justement sur la mise en avant de ces produits-là. Elle s'appelle Ornella. Ornella. Moi, c'est Ornella Anani. Oui. Et je suis la créatrice de mon fromage Peul du Bénin, que je produis en France, en Île-de-France, à Rosny-sous-Bois, précisément. Donc, je vais acheter du lait à la ferme très tôt le matin. Je le fabrique de façon artisanale, à l'ancienne. Et donc, c'est mon projet depuis bientôt 3 ans maintenant, en France. Super. Et donc, magnifique comme projet. Comment est-ce qu'un projet qui naît de ses origines africaines peut être totalement local puisqu'il vous le produisez totalement là, chez vous, en France et à Rosny-sous-Bois. À Rosny-sous-Bois, donc dans le 93. Exactement. Super. Merci beaucoup, Ornella. Je vous en prie. Donc là, on commence à envoyer les quelques étudiants de l'École de Paris des métiers de la table qui nous font l'honneur d'être avec nous cet après-midi. Vont commencer le service avec la chef Olivia de Souza. Merci. Là, je vois qu'on est en train de finaliser un graissage ici. Sonia, pour finaliser ton graissage, oui. Qu'est-ce que tu fais? La première étape, c'est quoi? Alors la première étape, c'est de mettre donc, la petite compotée de banane mangue. Oui. Au fond de notre coupelle. Oui. Ensuite, on va y rajouter notre aloco. Oui. On va rajouter notre petit crumble. Donc, on met un fond de banane, là. La banane. Oui. L'aloco, le crumble, et on termine par une petite glace à la noix de coco. Super. Donc, en 3 étapes. En 3 étapes. Magnifique. Et là, donc, on a 2 textures de banane plantain, donc le frit, et puis là, en petite compotée. Super. Qui est un petit peu acidulée aussi, donc ça équilibre un peu les goûts sucrés de la banane et de la glace. Super. Donc, on va envoyer ça dans quelques instants, c'est ça? C'est ça. Merci beaucoup, Sonia. Après Sonia, on vient chez le chef Alexandre Belaola, qui lui aussi est plutôt prêt à envoyer. Oui, prêt à envoyer, tout simplement. Donc, on est resté vraiment simple. Oui. Alors, tiens. Où elle est, ma patronne? Elle est là. Chef, s'il te plaît, tu peux dresser... alors, vous mettez dessus. Oui. Alors, la terrine de grains de courge, donc j'ai choisi de faire... Là, il y a un mixte et il y a des végétariens. Et dans le mixte, vous avez aussi de la banane plantain, vous avez du bœuf, vous avez du poisson séché, du poisson fumé. Donc, chacun va découvrir... s'il y a des végétariens, faites attention. Ben oui, le végétarien... il faut prendre tous ceux qui ne sont pas colorés sont végétariens. Super. Oui, ok. Ça peut partir.
Super. Merci beaucoup, Alexandre. Moi, j'ai hâte de déguster ces graines de courge qui, Nathalie a rappelé tout à l'heure, est également un super aliment. Ah oui. Ah oui, ah oui. La graine de courge, pour ceux qui sont de ma génération, c'est très intéressant pour la prostate. Ah oui. les anciens, ils savent quelque chose. Hein. Ah oui. Alors, et la graine de courge, il n'y a pas que pour la prostate. Il y a beaucoup de choses parce que c'est vraiment un super aliment qui peut nous permettre de réguler jusqu'à la glycémie. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Alexandre. Donc là, Alexandre, Olivia, ils ont commencé à envoyer. Donc là, Glory est en train de finaliser une poêlée de gnocchi. C'est ça, Glory? Exactement. Alors là, on a Kylian qui est en train de continuer la réalisation des gnocchis pour que vous voyez chaque étape. Donc après le portionnage, on est en train de détailler la pâte en gnocchi. Et ici, une fois que les gnocchis ont été plongés dans l'eau chaude, on les poêle avant de les mélanger avec la sauce à base de moringa. Super. Et dans un instant, du coup, on va pouvoir passer au dressage. Au graissage. Exactement. Merci beaucoup, Glory. Donc, on va pouvoir passer au graissage du côté de chez Glory et on est au graissage du côté de la chef Sonia Marty-Soukouri. Anan, que t'inspire toutes ces saveurs-là, toutes ces odeurs et qu'est-ce que ça te dit? Bah écoute, c'est absolument délicieux. Là, on vient de goûter la spécialité d'Alexandre Bellaola, la graine de courge. C'est absolument délicieux, c'est fin, c'est à tester absolument et on se dit que tout le monde a intérêt à goûter parce que c'est très très bon. Ben, ça en dit long, ça en dit long. J'aimerais avoir l'avis du public sur la question parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui dégustent. Madame, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est excellent. Vraiment, j'adore. Ben, je connaissais un petit peu grâce à Olivia, mais non, c'est extraordinaire. Hein. Le goût, c'est vraiment... Ah, pardon. Oui. Le goût est vraiment... J'ai toutes les saveurs de mon enfance. C'est vrai? Ouais. Chouette. Chouette. Excellent. Merci beaucoup. Et puis, on va passer de l'autre côté. Essayons. Monsieur, dites-moi, vous mangez quoi là? Alors, j'ai pas encore commencé. Essayons voir. À chaud, c'est ça? À chaud. Je vous laisse le temps. C'est de la graine de courge. Alexandre Bellaola, il l'a dit tout à l'heure. Ouais, c'est la version bœuf. La version bœuf? Très très bon. C'est vrai? Ouais, c'est très sympa. Et du coup, ces saveurs-là, est-ce que vous êtes déjà habitué ou c'est la première fois? Bah, ça fait un peu fusion du coup parce que le bœuf, on retrouve le côté un peu braisé qu'on a un peu l'habitude quand même en France. Et par contre, la graine de courge, ouais, je connaissais pas du tout. Pas du tout travaillé comme ça. Et la texture est super. C'est très intéressant. Merci beaucoup, monsieur. On va voir si la chef Sonia Marty-Soukouri a terminé le graissage justement de la loco flambée au rhum de Martinique avec sa glace coco et puis pouvoir également partager avec vous ce bout. Là, tu es en train de finaliser. Et de l'autre côté, c'est la chef Glory Cabé qui finalise son gnocchi de banane plantain avec le pesto. Donc là, c'est déjà mélangé. Là, on a mélangé ici le pesto de moringa avec la gnocchi de plantain. Oui. Et là, on va pouvoir composer le plat. Donc à la base, on aura une crème de black eyed peas ou d'haricots cornis. Oui. Ensuite, le gnocchi sera déposé dans cette coquille qui est faite à base de farine de pois chiches. Oui. Avec le pesto de moringa à l'intérieur. Et on terminera avec les pleurotes croustillantes qui vont venir ajouter une texture. Ok, donc on est vraiment sur triple texture. Une texture croquante, croustillant et fondant. Exactement. Waouh, c'est juste incroyable. On a hâte de déguster cela tout de suite. On est à la porte de Versailles à Paris pour Équipe Hôtel. C'est l'heure des cuisines africaines. Sonia, on y est ou on est sur la quenelle pour la glace, c'est ça? Voilà, merci Joanne pour ta participation. Donc là, on va tout d'un coup pouvoir déguster le
plat de Sonia Marty Soukouri et celui de Glory Cabé. Si vous avez une ou deux questions, c'est le moment pour pouvoir poser vos questions, le temps justement que nos deux derniers plats arrivent. Et c'est à vous le micro. Si vous avez une ou deux questions pour aussi bien nos autrices culinaires qui sont là que les chefs, je passe le micro à qui veut bien le prendre. Questions? On mange, on ne pose pas de questions. Allez-y. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tout d'abord, félicitations à tous ces ambassadeurs, ambassadrices de la cuisine africaine. Je suis surpris moi-même, honnêtement. Félicitations pour ça. Mais c'est surtout vous mettez en valeur tout le monde. Quel est votre parcours? Parce que vous parlez tellement bien de la gastronomie. En fait, je pense que j'avais préparé les questions pour tout le monde, mais pas pour moi. Vous voyez, c'est... Oui. Je suis cuisinier de formation, donc je suis cuisinier formé à l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Et parallèlement à ça, aujourd'hui, je travaille comme coordonnateur du projet Les Cuisines Africaines. C'est un projet qui a à cœur de valoriser justement les cuisines africaines, aussi bien celles qui sont sur le continent qu'au sein des diasporas. Et lorsqu'on parle des cuisines africaines, pour nous, c'est des diasporas en Europe, mais également dans les Amériques et dans les Caraïbes et les territoires afrodescendants, notamment en Colombie et au Brésil. Parce que pour nous, l'Afrique, elle est plurielle. Et elle s'invente et se réinvente à travers ses différents ambassadeurs. C'est un peu ça qu'on a à cœur de porter et on essaye de porter au mieux. Merci. Merci. Question, autre question pour notre assistance. Allez-y, monsieur. Allez. Si je devais poser une question, ce serait quelles sont leurs inspirations? Comment est-ce qu'ils trouvent ces idées de recettes, d'innovation? Ben, je vais leur demander. On parle d'inspiration. D'où viennent vos idées de recettes? D'où viennent votre génie créatif? D'où ça vient tout cela? Ben, moi, par rapport à cette recette-là, c'est vraiment la recette street food du Togo. Je dirais même la vigne au cuit, c'est un peu le caviar de notre cuisine au Togo parce que c'est vraiment un produit qui est plébiscité. Les gens aiment beaucoup ça et donc du coup je m'inspire vraiment de ce qui se fait à Lomé et j'essaye justement de le présenter autrement, de rajouter des petites touches personnelles. Voilà. Super. Inspiration locale. Merci beaucoup. Donc là, on va passer aux distributions des deux derniers plats avant la fin justement de notre séquence L'heure des cuisines africaines. Et tout d'un coup, on ira sur notre banc de sortie avec la chef Georgiana Viu pour un banc de sortie qui se veut incroyable. C'est un regard croisé avec Axel. À tout de suite. Merci.